Étape 1. Monsieur Beauregard, âgé de 21 ans, accompagné de 2 policiers, vient tout juste d'arriver à l'urgence du centre hospitalier où vous travaillez, car il se battait et proférait des menaces de mort à l'endroit de plusieurs personnes, dont un de ses professeurs du cégep. Il est plutôt tendu à son arrivée, il est vêtu très propre et de façon appropriée. Il a une attitude méfiante mais non agressive. Il fait le regard mais collabore. Le médecin l'a placé sous garde préventive. Selon les policiers, Monsieur Beauregard aurait fréquemment entendu des voix qui lui disent que des espions le surveillent et que les professeurs veulent lui faire couler ses cours. Ça se passe autour de moi. Ah, ah, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je suis un peu perdu là. Ah, mon Dieu. Ah, ah, ah. Ah, c'est bon pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Je ne me sens plus. Je pense. Bonjour, je m'appelle Doua, je suis votre infirmière. Ok. Pouvez-vous me dire votre nom? Bon, les gars. Savez-vous où vous êtes? À l'hôpital. À l'hôpital. Quel hôpital? Connaissez... Je crois que c'est Saint-Laurent. Exactement. Savez-vous en est quelle date aujourd'hui? Quelle date? Quelle date? Quelle date? Le 8 novembre. Exactement. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Là, aujourd'hui, je me sens tellement mal. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je sens que tout s'écroule autour de moi. Je ne sens pas, je me sens pas, je me sens pas bien. Seigneur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Avant d'effectuer l'examen de l'état mental de M. J'entends des Beauregard, voix. nous avons déjà procédé à l'examen physique du patient entendez des voix? et nous avons également pris les signes vitaux. Nous avons par la suite Et des suivi espions le protocole de Ils sont là pour me l'établissement surveiller. et maintenant nous sommes à l'évaluation de l'état mental. Et que des professeurs viennent me faire couler mes cours. Est-ce que vous les entendez actuellement? Non, pour le moment, non. À quel moment les entendez-vous les voix? Quand je suis seul, couché sur mon lit. Puis à quelle situation vous entendez les voix? Pendant mon sommeil, quand je dors, Ce sont ces voix qui me réveillent quand je dors. Entendez-vous des voix actuellement? Non. En plus d'entendre des voix, est-ce que vous voyez des choses? Des choses? Non, je n'entends rien. Est-ce que vous voyez des choses? En plus des voix que vous entendez? Non, je ne vois rien, mais j'entends des voix. Et qu'est-ce que vous faites quand vous entendez des voix? Euh, je les écoute et j'essaie de les exécuter, ce qu'ils me disent de faire. Avez-vous déjà exécuté? Qu'est-ce que les voix vous ont dit? Beauregard, est-ce que vous vous rappelez comment vous êtes arrivé ici? Bien sûr, je suis arrivé accompagné de 2 policiers. Vous rappelez-vous pourquoi les 2 policiers vous ont emmené ici? J'ai eu des bagarres à l'école. Je me suis bagarré à l'école. Est-ce que c'est correct selon vous se bagarrer? Oui. Ils m'ont provoqué, c'est normal. Pensez-vous que vous avez besoin d'aide en ce moment? Non, je ne crois pas en ce moment, je n'ai pas besoin d'aide parce que les espions sont un peu partout. Je suis espionné partout. Monsieur Beauregard, comment se passent les interactions avec votre entourage? Oh, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas confiance à quelqu'un. Les espions partout. Je suis moi-même. Est-ce que votre sommeil est affecté par les sons que vous entendez, par les voix que vous entendez? Oui, bien sûr. Quand j'entends ces voix, je me réveille. Je me réveille. Et je me sens tellement fatigué. Est-ce que ça affecte votre école? Le fait d'aller à l'école, ça affecte ça? Oui, je suis fatigué, donc je n'arrive plus à aller à l'école, je n'arrive pas, même si j'arrive à l'école, je n'arrive plus à suivre les cours. Je suis fatigué. C'est quoi, me parle tout le temps. Est-ce que vous avez déjà consommé des substances? Oui, par moment, je prends des profs. Oui. Est-ce que vous avez bu parfois aussi? Ouais, quelquefois.
Est-ce que dans votre entourage, il y a des personnes qui souffrent de troubles mentaux? Non, dans ma famille, je crois pas. Personne. Puis à part aller à l'école, est-ce que vous avez d'autres activités comme le travail ou d'autres activités que vous aimez faire? Ouais, pour le moment, ouais, je suis à l'école, je vais au cégep, ouais, par moment, pendant le week-end, hein, je travaille un peu pour faire de l'argent. Vous travaillez dans quel milieu? Non, je travaille à McDo. J'aime j'aime le soccer, j'aime aussi la lecture, j'aime lire beaucoup. Et puis, oui, c'est tout, je pense que c'est tout. Voilà. J'aime le soccer, j'aime lire, et puis voilà, c'est tout. Bonjour, monsieur Beauregard. Bonjour madame. Vous allez bien? Je suis votre infirmière Doua. Ok. J'ai besoin de votre consentement. Pourquoi faire avec le consentement? Oui. J'ai besoin de votre consentement pour des examens physiques. Je ne peux pas les faire sans avoir votre consentement. C'est aussi nécessaire que ça? Parce que je n'ai pas confiance à quelqu'un, il y a des esprits un peu partout là. Mais ça, c'est une feuille légale de l'hôpital. On ne peut pas vous donner autre chose qu'une feuille légale. Et c'est par rapport au consentement, vous pouvez voir ici. Et c'est pour l'examen physique. Ok. Est-ce que vous pouvez signer ici? Ça prend combien de temps ça, cet examen? Ça prend quelques minutes, là, 20-30 minutes. On va vous peser, faire les signes vitaux, prendre votre indice de masse corporelle. Ok. Est-ce que vous pouvez signer ici? Ok. Juste là? Merci. C'est bien. Pour l'examen physique, on a pris toutes les signes vitaux, la tension artérielle, la température, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et la saturation. On prend ces valeurs-là comme valeurs de référence pour comparer ça après les effets des médicaments. Est-ce qu'ils vont augmenter? Par exemple, la tension artérielle va la baisser. Il y a des effets secondaires qui vont aussi diminuer la température. Donc, on a comme une valeur de référence pour comparer. On a aussi pris le poids et la taille pour évaluer l'indice de masse corporelle, puisqu'il y a certains médicaments qui vont augmenter le poids. Donc, en ayant le poids et la taille, on pourra calculer l'indice de masse corporelle et avoir aussi la taille. On a aussi évalué les forces psychomotrices, parce qu'un des effets des antipsychotiques, c'est les effets extrapyramidaux. Donc, on a comme une valeur de référence du patient avant. On va aussi évaluer l'état de la peau. Est-ce qu'il a des tatouages? Est-ce qu'il a des piercings? Est-ce qu'il a des signes de blessure? Est-ce qu'il a des signes de mutilation? On va aussi évaluer la peau, la turgescence de la peau, comme est-ce qu'elle est bien hydratée, est-ce qu'il a des signes de sécheresse. On évalue aussi est-ce qu'il a des tics présentes. Maintenant, concernant les autres évaluations mentales qu'on n'a pas présentées dans la vidéo, le patient a un habillement propre, des cheveux propres, son expression faciale est tendue, son contact visuel est fuyant, son attitude elle est coopérative mais méfiante. Sur le plan psychomoteur, il était tendu et bougeait constamment les pieds. Le langage est normal. Le débit, c'est un débit qui est régulier. Son humeur était anxieuse et son affect concordait à son humeur. Le cours de la pensée était normal et cohérent. Le contenu de la pensée, il avait des préoccupations par rapport aux espions et il se méfiait parce que pour lui, tout le monde était des espions. Donc, il faut vraiment prendre le temps pour bien l'expliquer. Son niveau de conscience était alerte. Et dans la vidéo, on a tout évalué, l'orientation, la mémoire, l'attention, concentration. Son jugement et son autocritique étaient altérés dans la vidéo, puisque comme il a dit que pour lui, c'était normal de frapper les gens. Sinon, c'est tout. Merci. Étape 1. Carte conceptuelle des 20 questions. Pouvez-vous me dire votre nom et prénom? L'évaluation, on a évalué l'orientation. Donc, on a posé la question, savez-vous où vous êtes? Savez-vous en quel jour? On a posé la question, comment vous vous sentez en ce moment? Y a-t-il des situations ou des événements qui font que vous entendez des voix? Qu'est-ce que ces voix vous disent? À quel moment entendez-vous des voix? Les entendez-vous actuellement? En plus des voix que vous entendez, voyez-vous des choses? Qu'est-ce que vous faites lorsque vous entendez ces voix? Avez-vous déjà exécuté ce que les voix vous ont dit? Est-ce que vous vous rappelez comment vous êtes arrivé ici? Vous rappelez-vous pourquoi les policiers vous ont amené ici? Est-ce que, selon vous, c'est correct de se bagarrer? Pensez-vous que vous avez besoin d'aide en ce moment? Comment se passent les interactions avec votre entourage? Est-ce que votre sommeil est affecté par les voix que vous entendez? Est-ce que les voix que vous entendez affectent votre scolarité? Est-ce que vous avez déjà consommé des substances? Est-ce que vous buvez de l'alcool aussi? Est-ce que dans votre entourage, d'autres personnes souffrent de troubles mentaux? Est-ce qu'il y a-t-il des activités que vous aimez faire? Si vous travaillez, c'est dans quel domaine? C'est dans quel milieu?
Étape 2. Les voix persistent, par moments, pendant les 72 heures qui suivent. M. Beauregard refuse de se soumettre aux évaluations psychiatriques. Une demande de garde provisoire a été faite au tribunal. Ce matin, M. Beauregard a reçu par un huissier le mandat de cour du tribunal administratif du Québec. Le client vous dit qu'il ne comprend pas le mandat. Bonjour, madame Beauregard. Comment ça va ce matin? Je sais pas. Ok. Vous avez la visite de l'huissier. Il viendra vous voir. C'est un espion aussi? Non, c'est pas un espion. Il est juste venu pour vous remettre un mandat. C'est un huissier. C'est la couture. Madame Beauregard, je suis M. Taïdis. Je suis aujourd'hui venu vous remettre votre mandat de la Cour du tribunal administratif du Québec. Merci, monsieur Taïdis. Je vais prendre le temps de lire. Connaissance de votre document. Je suis venu pour. Et je reste disponible pour toute question que vous aurez à me poser. C'est quoi une garde provisoire? Une garde provisoire, c'est une mesure qui est nécessaire pour votre sécurité et celle des autres personnes autour de vous. Elle est donnée par le juge afin qu'on puisse vous garder pendant 48 heures pour vous soumettre à une évaluation au niveau avec des médecins psychiatres. Vous allez avoir 2 psychiatres qui vont vous évaluer séparément. Et pendant cette période, vous serez sous surveillance médicale et suivi médical. Cette mesure est transitoire. Et dans cette mesure, vous avez des droits, évidemment. Et c'est ce qui est écrit ici. Et vous avez le droit d'être transféré auprès d'un autre établissement si votre médecin traitant est consentant. Et vous pouvez communiquer en confidentialité, oralement ou par écrit avec toute personne de votre choix. Mais le médecin peut vous interdire de parler avec certaines personnes. Et vous pouvez parler à un médecin, poser des questions, exposer vos préoccupations. Et vous disposez de 5 jours de recours pour contester la décision du juge à compter de la décision d'aujourd'hui. Et les 5 jours, ça commence à partir d'aujourd'hui. Si les 5 jours passent et que vous ne faites pas de recours, la décision du tribunal s'impose à vous. Et vous avez le droit aussi de choisir le professionnel et l'établissement desquels il recevra les soins. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de rester dans notre établissement ici. Vous pouvez dire, ah moi je ne veux pas qu'on me soigne ici, je veux qu'on me soigne dans tel hôpital, et je veux que ce soit tel professionnel dans tel centre de santé. Non, je peux sortir faire mes courses? Non. Mais si, c'est écrit ici que je peux sortir faire mes courses. Non, vous n'avez pas bien lu. Vous ne pouvez pas sortir du tout pendant cette période de 48 heures. C'est ce qui est écrit ici. Ah, ok. Est-ce que je peux recevoir mes parents? Cette décision dépend de votre médecin psychiatre. C'est lui qui va décider de que vous devez recevoir ou que vous ne devez pas recevoir. Je suis obligée de prendre les médicaments, selon vous? Non, vous n'êtes pas obligé de prendre les médicaments. Mais si ça s'impose à nous, si la situation requiert que vous devez prendre les médicaments, le médecin va décider. À défaut, s'il y a une situation qui met en danger votre vie ou en danger la vie des autres personnes autour de vous, nous serons obligés de vous administrer les PRN. Les PRN, ce n'est pas des médicaments, c'est juste des doses de médicaments qu'on va vous administrer juste pour la situation présente. Mais ce n'est pas des médicaments. Il est où ce médecin? Et il passe quand? Vous aurez la visite de 2 médecins psychiatres. Et ils viendront à votre heure de rendez-vous. Actuellement, ils sont avec d'autres patients. Vous avez une heure à laquelle ils doivent vous rencontrer. Et à cette heure-là, vous allez les voir. Sans faute. Est-ce que je peux accepter les évaluations? Je ne suis pas obligée, moi. C'est pour ça que Lucien est venu vous remettre le mandat. Vous avez obligation d'accepter de vous soumettre à toutes les évaluations pendant ces 48 heures avec l'indice. Étape 3. 3A. Ce matin, au salon, vers 10 heures, M. Beauregard présente des idées délirantes et des hallucinations auditives sous forme de voix obligatoires. Ces voix lui ordonnent d'étrangler Sophie l'infirmière. Il est très agité, il fait les 100 pas, crie et menace de quitter le centre hospitalier. L'infirmière a tenté de le rassurer, mais sans succès. Il accepte cependant de se retirer dans sa chambre. Vers 10h10, M. Beauregard ouvre soudainement la porte de sa chambre, se dirige vers Sophie en courant, bras en l'air, en criant « Je vais t'étrangler ma salle ».
Pacification inefficace. M. Beauregard veut à tout prix passer à l'acte. Aucune intervention verbale ne fonctionne. Le code blanc a été lancé. Le patient a été maîtrisé par 6 personnes car il résistait activement et essayait d'agresser le personnel. Il a été mis sous contention. Il se débattait tout au long de la procédure et proférait des menaces de mort à l'égard du personnel. Il a même craché dans la face d'un intervenant. Le pinel, taille, poignet et cheville a été utilisé pour le mobiliser au lit. Note au dossier, 10 heures. 10 heures, patient agité, présente des idées délirantes et des hallucinations auditives sous forme de voix obligatoire, lui ordonnant d'étrangler l'infirmière Julie. Patient fait les 100 pas et menace de quitter l'hôpital. L'infirmière tente de le rassurer, mais sans succès, et retourne dans sa chambre. 10h10, patient sort de sa chambre, prend l'air, tente d'étrangler l'infirmière Sophie. Code blanc lancé, patient maîtrisé par 6 personnes et mis sous contention Pinel, taille, poignet et cheville. Non coopérative durant la contention, profère des menaces de mort contre le personnel et essaie de les agresser. Suivi à faire sur l'intégrité de la peau, signe neurovasculaire fait aux 2 poignets et aux 2 chevilles, couleur normale selon la race, pas de chaleur ni douleur, présence de sensibilité et mobilité aux 4 membres, pouls perceptible aux 4 membres, pas d'œdème, retour capillaire présent, moins de 3 secondes. Les 4 membres sont identiques. Le patient est confortable avec la contention. « 3B. Déjà 10 minutes qu'il est attaché. M. Beauregard profère des menaces de mort envers le personnel, crie très fort, tire de toutes ses forces sur les contentions pour essayer de les enlever. Allô, Bonjour, je suis la secrétaire. Que puis-je faire pour vous? je suis l'infirmier Bakary, je suis à l'unité psychiatrique de l'hôpital Saint-Laurent. Je voudrais parler au docteur Green en stat. Avec Dr. Green? Oui. Ok, vous pouvez raccrocher, je vais le prévenir. Ah, merci. Au revoir. Allô? Alors bonjour, c'est Dr. Grenet à l'appareil. Merci docteur. Moi je suis Bakary, je suis infirmier à l'unité psychiatrique de l'hôpital Saint-Laurent. Je vous appelle concernant le patient Beauregard de la chambre 321. Au fait, il est âgé de 21 ans, je le précise. Depuis ce matin, ce monsieur présente des idées délirantes et des hallucinations auditives sous forme de voix obligatoire, l'ordonnant d'étrangler Sophie l'infirmière. Très agité, il menace d'agresser le personnel et de quitter le centre hospitalier. Après avoir tenté de le rassurer sans succès, il fut contentionné. Cela fait 10 minutes qu'il est sous contention et ses agissements continuent et il tente d'enlever les contentions. Nous vous rappelons également que M. Beauregard est arrivé menotté et accompagné de 2 policiers. Il y a 4 jours de cela, suite à des agressions de type physique et verbal, menace de mort et se bat à l'endroit de plusieurs personnes, dont ses professeurs. Une approche pacificatrice a été initiée, mais sans succès. Il a tenté de passer à l'acte. La contention a été mise, ça fait 10 minutes, mais le patient reste agité et menaçant. Nous recommandons de maintenir la contention physique pour l'instant et si possible prescrire une molécule comme l'activant. Vous m'avez dit que c'est 10 heures qu'il a commencé, c'est ça? Oui, disons. Ok. Ce qu'on va faire, je vais lui prescrire l'alloperidol 2,5 mg en intramusculaire, en stat, à donner avec l'orazépam. Oui. 2 mg en intramusculaire aussi. Okay. En plus, le diphenhydramine, pardon. Okay. Ensuite, le diphenhydramine 25 mg en intramusculaire. J'autorise aussi la contention physique pour une durée de 30 à 60 minutes. Et on va l'observer. Et s'il y a un changement ou quelque chose, vous pouvez m'appeler. Okay, est-ce que c'est tout ou vous avez autre préoccupation? Je pense que ce sera tout, mais pour une double vérification, je vais appeler ma collègue, elle va venir confirmer l'ordonnance. Ok. Bonjour. 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 Vous êtes bien Dr. Green? Oui, c'est bien cela. Pouvez-vous me dire votre numéro? Le 24568, le numéro de la C6. Oui. Fait que je vais vérifier avec vous la prescription. Ok. Pour Monsieur Beauregard, vous avez prescrit alloperidol 2,5 mg intramusculaire STA avec de l'activant 2 mg intramusculaire et du Benadryl dépéinhydramine 25 mg
intramusculaire avec une contention physique pour une durée de 30 à 60 minutes. Oui, c'est bien cela. Je prescris le lorazépam, le diphénylétal, c'est bien cela. Merci. Je vous en prie. Monsieur Borrega a reçu sa médication, donc nous allons documenter cela dans notre dossier. 11 heures, administration d'aldol 2,5 mg, soit 0,5 ml de 5 mg par millilitre par IM au muscle profond vaste externe gauche. L'aldol est un antagoniste des récepteurs dopaminergiques, un antipsychotique de première génération, est donné pour les symptômes psychotiques et pour l'agitation. L'activant 2 mg, soit 1 ml de 4 mg par 2 ml par IM dans le deltoïde droit. L'activant est un anxiolytique, hypnose sédatif et anticonvulsivant. Il agit comme un dépresseur du système nerveux central. L'activant est un adjuvant à l'aldol permettant de réduire l'agitation, l'anxiété. Il prévient aussi la dystonie et la convulsion qui sont des effets secondaires de l'aldol. L'administration du Benadryl 25 mg, soit 0,5 ml de 50 mg par ml IM au muscle vaste externe droit. Le Benadryl est un antihistaminique, hypnosédatif, antitusif et aussi antiémétique et anxiolytique. Le Benadryl est donné pour les symptômes extrapyramidaux, qui est un effet secondaire de l'aldol, utilisé pour son effet anticholinergique. Lors de l'administration des médicaments, il a été immobilisé par 6 membres de l'équipe soignante. Avant d'effectuer l'examen de l'état mental de M. Borrega, nous avons déjà procédé à l'examen physique du patient et nous avons également pris les signes vitaux. Nous avons par la suite suivi le protocole de l'établissement et maintenant nous sommes à l'évaluation de l'état mental. M. Borrega est réveillé, mais il est un peu somnolent. Bonjour M. Borrega. Bonjour madame, ça va bien? Comment vous allez? Je vais un peu bien, Comment vous vous sentez actuellement? je me sens un peu bien. Est-ce que vous saviez où nous sommes? Vous l'avez déjà dit, nous sommes à l'hôpital Saint-Laurent. Vous vous rappelez de la date d'aujourd'hui? C'est le 14. Et c'est quel jour? Le 14. Mais le 14, le jour de la semaine, je me dis. Le jour de la semaine, c'est jeudi. Ok, c'est bien cela. Rappelez-vous de ce qui s'est passé. Est-ce que vous vous rappelez au fait? Je me rappelle un peu de ce qui s'est passé. J'ai tenté d'étrangler une infirmière. Est-ce que vous vous rappelez qu'on vous a donné de la médicament? Oui, je me rappelle également que j'ai pris de la médication. Ok, mais vous avez tenté d'étrangler l'infirmière Sophie. Que pensez-vous de cette action? Je ne sais pas. C'est un impact musculaire et ça, parce que vous étiez agité et ça permet de vous calmer. Et l'activant qu'on vous a administré, c'est également un intramusculaire. Et lui, il vient potentialiser l'effet de l'alcool. Et en plus de cela, qu'est-ce qu'il fait? Il va venir contrecarrer les effets secondaires de l'alcool, qui sont la fatigue, c'est-à-dire le fait de trembler, de rester bouger tout le temps, et aussi des symptômes extrapyramidaux, comme on vous l'avait expliqué au début, c'est-à-dire le tremblement, la rigidité des muscles, comment on appelle la démarche lente, freinante, et puis la dysphonie tardive, où vraiment c'est la rigidité des muscles à la fin, ou la dysphonie que j'avais dit tantôt, et puis les convulsions. Et puis ensuite, le Benadryl. Le Benadryl a un peu le même effet que l'activant, mais lui, il ne vient pas augmenter l'effet de l'alcool. Lui, il vient plutôt contrecarrer les effets secondaires que je vous avais cités tantôt. C'est bon? Madame, pourquoi m'avez-vous traité contre mon gré? Ce n'est pas un traitement. C'est un médicament, c'est un PRL, c'est-à-dire on vous donne nos besoins parce que vous étiez devenu agité et la situation devenait dangereuse pour vous-même et pour les autres. Entre autres, vous avez tenté d'étrangler Sophie l'infirmière, vous avez craché dans la face des intervenants et puis vous avez proféré des menaces contre le personnel, des menaces de mort surtout. Étape 4. Les 2 examens ont été complétés dans les 72 heures et ont confirmé la présence d'une schizophrénie paranoïaque. M. Beauregard est très inquiet. Il vous dit qu'il ne comprend pas le diagnostic. Bonjour Madame Beauregard. Bonjour. Comment est-ce que ça va? Je suis très inquiète. Et pourquoi? Je comprends pas c'est quoi la schizophrénie paranoïaque. C'est ça que mon médecin m'a dit, je comprends pas. Ok. En fait, la schizophrénie paranoïaque, c'est déjà une schizophrénie
schizophrénie, il faut le comprendre. La schizophrénie, c'est une maladie mentale qui est caractérisée par une perte de contact avec la réalité et par des troubles plus ou moins graves de la personnalité. Donc, j'ai la schizophrénie. Oui, mais il y a plusieurs sortes de schizophrénie. Il y a la schizophrénie blanche qui est caractérisée par le répit et la vie stéréotypée, c'est-à-dire la vie est marquée par des mouvements répétitifs, des comportements qui sont répétitifs. Ensuite, il y a la schizophrénie paranoïaque, comme pour votre cas, comme le médecin vous l'avez mentionné. Elle est caractérisée par la prédominance des hallucinations et des idées délirantes de persécution. On a aussi la schizophrénie désorganisée. Le syndrome dissociatif et le retrait sont au premier plan, les grimaces, le maniérisme, la communication désorganisée est souvent incohérente. L'incohérence du langage. On a les troubles schizoaffectifs ou schizophrénie dysthymie, qui est la présence des signes de schizophrénie, c'est-à-dire idées délirantes, hallucinations pendant au moins 2 semaines, accompagnés de signes maniaques ou dépressifs. On a aussi le trouble schizophréniforme, où on a les mêmes critères que la schizophrénie, à l'exception de 2 différences. La durée minimum est des mois, mais la durée totale n'atteint pas 6 mois. Dans ce cas de schizophrénie, on a la dégradation du fonctionnement social et des activités sont toujours présentes. On a le trouble délirant, qui est caractérisé par des symptômes positifs, c'est-à-dire les idées délirantes, l'hallucination, la désorganisation de la pensée du comportement sont plus présentes ici, et par divers symptômes négatifs comme l'apathie, l'anédonie, le retrait social. Aussi le trouble psychotique bref, caractérisé par la présence non expliquée par un trouble de l'humeur ou un trouble schizophréniforme ou une schizophrénie préexistante pendant plus d'un jour mais moins d'un mois. Il y a aussi des symptômes suivants comme les idées délirantes, l'hallucination, les discours désorganisés, le comportement grossièrement désorganisé ou catatonique. Et puis le trouble psychotique partagé, qui est le trouble psychotique qui se partage et se développe, c'est-à-dire si un sujet a le trouble psychotique, l'autre sujet l'atteint parce que l'autre en avait. Donc c'est comme un partage de communication de maladie dans ce cas-ci. Maintenant, pour votre cas précisément... Mais pour mon cas, j'ai quoi? J'ai pas compris. Il y a plusieurs schizophrénies. Qu'est-ce que j'ai? Comme je l'avais dit tantôt, il y a plusieurs schizophrénies, comme je viens de le nommer, avec tous ces différents types de schizophrénie. Mais vous avez la schizophrénie paranoïaque. Et dans la schizophrénie paranoïaque, c'est comme il y a plus de prédominance des hallucinations, des idées délirantes et de persécution. Parce que tantôt vous disiez que les espions sont partout, les professeurs veulent vous faire brûler vos cours, c'est une sorte de maladie. Oui, ça c'est vrai, oui. Tout le temps, quand je suis seule, il y a des espions qui me disent qu'il faut faire ça, il faut faire ci. Tout le temps, j'écoute des espions qui me parlent. En fait, ça veut dire que vous êtes malade. Ce n'est pas vraiment... Je suis malade? Oui, c'est une maladie. Ce n'est pas des espions qui sont en train de vous parler, mais c'est parce que vous êtes malade. Et ça, c'est la schizophrénie paranoïaque. Donc vous ne me croyez pas quand je dis qu'il y a des espions qui me parlent? Il n'y a pas d'espion ici, c'est pas que je ne vous crois pas, mais je vous dis que vous êtes actuellement malade, c'est pourquoi vous suivez un traitement avec le psychiatre. Et vous êtes ici dans ce cas-ci, c'est pour régler tous ces problèmes. Le psychiatre a prescrit des médicaments qu'on va vous administrer et vous allez sur ces traitements-là afin d'être stable. Donc c'est des symptômes que j'ai. C'est ça. Bonjour, nous vous présentons la carte conceptuelle de la schizophrénie au niveau de l'étape 4 du cas Beauregard. Au niveau de la schizophrénie, nous allons commencer par la définition et terminer par la présentation du cas de M. Beauregard. Et au niveau de la définition, on nous dit que c'est un trouble mental sévère, chronique et complexe, caractérisé par les distorsions dans la pensée, la perception, l'émotion et le comportement. Il impacte la capacité à fonctionner dans la vie quotidienne. Nous nous sommes inspirés de la définition du DSM-5 pour donner cette définition concise. Et au niveau de l'étiologie, il y a les facteurs environnementaux et les facteurs biologiques. Et dans les facteurs biologiques, nous avons les facteurs génétiques. Et ici, nous avons mis en 3 grands groupes. Et on commence par les facteurs génétiques. Il y a l'hérédité. Au niveau de l'hérédité, il y a le risque accru d'être atteint de schizophrénie lorsqu'on a un parent, un frère ou une sœur qui est déjà atteint de schizophrénie. Au niveau des jumeaux aussi, identiques, les monozygotes. Si l'un des jumeaux est atteint, il y a 50% des chances que l'autre jumeau soit atteint, et il y a aussi les gènes spécifiques. Au niveau de facteurs environnementaux, il y a la maladie et le traumatisme.
Et généralement, quand la femme est en grossesse, qu'elle est exposée à des infections virales ou à des toxines. Et il y a la maltraitance, il y a la négligence. Et puis, il y a les événements stressants aussi dans l'enfance. Et au niveau du stress, on a la mort, il y a la rupture, les conflits. Et ce sont des facteurs déclenchants ou aggravants de la maladie. Il y a l'abus de substances aussi, alcool, cannabis, amphétamine ou la cocaïne, surtout pendant l'adolescence. Au niveau des facteurs biologiques, on a la biochimique, on a le neuroendocrinien, on a les symptômes, il y a les structures cérébraux, il y a le glutamate qui est associé aux symptômes cognitifs et négatifs, on a la sérotonine au niveau du déséquilibre dans les récepteurs sérotonergiques, particulièrement dans les antipsychotiques atypiques. Et au niveau des facteurs héréditaires, on a au moins 60% des personnes. Et on a au moins 60% des personnes qui sont atteintes par rapport aux facteurs génétiques. Et au niveau des facteurs environnementaux concernant la maladie, et puis il y a la grippe aussi, il y a la rougeole, le varicelle, le zona, rubéole, les PEX, simplex de type 2, il y a la poliomyélite. Et au niveau des abus de substances, en plus de tout ce que j'avais cité aussi, il y a aussi d'autres produits. D'autres produits qu'on aurait nommés LSD, marijuana, ainsi de suite, aussi qui font partie des substances aussi nocives. Maintenant, nous allons passer aux symptômes de la schizophrénie. Au niveau des symptômes de la schizophrénie, nous avons les symptômes positifs, et les symptômes négatifs et puis les symptômes cognitifs. Au niveau des symptômes positifs, nous avons les hallucinations. Et au niveau des hallucinations, il y a les hallucinations auditives sous forme de voix entendue, souvent commandant ou critiquant. Il y a les hallucinations visuelles, perception d'images inexistantes. Il y a les hallucinations olfactives, gustatives ou tactiles aussi. Il y a les délits, notamment les délits de persécution, les délits de grandeur, les délits de contrôle, la pensée désorganisée. Au niveau des symptômes négatifs, nous avons l'apathie, l'anédonie, la logie affective plate, l'isolement social. Au niveau des symptômes cognitifs, on a les troubles de la mémoire, difficulté d'attention, altération du raisonnement. Et au niveau des types de schizophrénie, nous avons plusieurs types de schizophrénie, et notamment la schizophrénie paranoïde, qui est la forme la plus fréquente de schizophrénie, qui est dominée par les délits de persécution et des hallucinations auditives. Il y a la schizophrénie désorganisée, qui se caractérise par un comportement et discours incohérent, d'un manque d'organisation dans les activités quotidiennes, grimaces, maniérisme. Il débute avant l'âge de 25 ans, représente 20% des schizophrènes. Et des schizophrénies et le syndrome dissociatif de l'hérédité sont au premier plan. On a la schizophrénie simple ou psychose blanche qui est caractérisée par le repli et la vie stéréotypée, et la schizophrénie dyssémique qui se manifeste par les idées délirantes ou hallucinations pendant au moins 2 semaines, et c'est accompagné des signes maniaques ou dépressifs. Et ce type de schizophrénie a un bon pronostic. Il y a les troubles schizophréniformes, même critère que la schizophrénie, mais il y a deux différences. La première différence, c'est la durée qui est d'un minimum de 1 mois et qui n'atteint pas 6 mois. Et puis, au niveau de la dégradation du fonctionnement social et des activités, il y a pas, il n'existe toujours pas, à la différence des autres formes de schizophrénie où il y a la dégradation du fonctionnement social qui est effective et des activités. Ici, c'est toujours pas évident que ça se manifeste. Au niveau de la trouble schizophréniforme, on a les mêmes critères. Non, autant pour moi. Au niveau de la trouble des troubles délirants, on a les symptômes positifs et les symptômes négatifs. Et au niveau des troubles psychotiques partagés, on a euh, au niveau du patient, ça se manifeste par l'influence d'un autre patient, d'une autre personne qui présente des idées délirantes et puis qui a des contenus similaires. C'est-à-dire que c'est une transmission d'un malade à un malade. Et, mais ce n'est pas une transmission physique, c'est plutôt psychologique. Et au niveau des troubles psychotiques, il y a une affection médicale générale. C'est la suite des effets physiologiques directs d'une affection médicale telle que la lésion cérébrale, épilepsie, migraine, hyperhypothyroïdie, insuffisance rénale, hypoglycémie, maladie hépatique rénale, etc. Et, au niveau du pronostic, l'âge de début, euh, lorsque c'est plus tôt, il est souvent associé à un pronostic moins favorable. Et la prise en charge précoce et efficace. Et puis, soutien social et familial, l'occupation partielle et complète. Certains patients peuvent mener une vie presque normale, tandis que d'autres peuvent être affectés pendant leur vie. Et au niveau du diagnostic, les symptômes sont présents au moins 6 mois. Les symptômes doivent causer une détérioration fonctionnelle importante. Au niveau du travail, la relation sociale, et la présence d'au moins deux des symptômes suivants: hallucination, délit, pensée désorganisée, symptômes négatifs. Et puis, en plus de ça, il y a les tests complémentaires à faire pour le diagnostic. Ils sont l'imagerie cérébrale, tels que l'IRM, la tomodensitométrie, pour rechercher des anomalies structurelles. Les tests neuropathologiques pour évaluer les fonctions cognitives, la mémoire, l'attention. L'évaluation psychologique aussi, entrevue et questionnement pour établir un diagnostic différentiel. Et au niveau de la prévention,
Nous avons la prévention primaire et la prévention secondaire. La prévention primaire consiste à sensibiliser au niveau des facteurs de risque, tels que l'abstinence des drogues, la gestion du stress, les soins prénataux et adéquats et la détection précoce des symptômes. Au niveau secondaire, nous avons le traitement immédiat des premiers symptômes pour éviter l'aggravation, la surveillance continue et l'ajustement des traitements. Dans le cas de Beauregard, de M. Beauregard, nous avons la schizophrénie paranoïde qui se manifeste chez lui par des délits de persécution. Dans son cas, les voix lui ordonnent, les voix lui ordonnent de serrer le cou à l'infirmière. Les voix lui disent, euh, les voix lui disent que euh, ce sont les professeurs qui veulent lui faire couler ses cours, qui veulent lui donner de mauvaises moyennes pour lui faire couler ses cours. Et, il a des hallucinations auditives aussi. Ça, ce sont des voix qui lui donnent des ordres par rapport à ses actions qu'il pose, telles que ses bagarres à l'école avec ses amis et puis les professeurs. Et, il y a un retrait social aussi. Et puis, il est probablement, dans son cas, sa schizophrénie est probablement causée ou amplifiée par l'abus de substances. Et nous avons fini de présenter la cartographie, la carte conceptuelle plutôt de la schizophrénie à l'étape 4 par rapport au cas Beauregard. Merci. Étape 5. À la suite d'une entrevue avec le psychiatre, les parents de M. Beauregard ont réussi à le convaincre de rester quelque temps à l'hôpital et d'accepter de suivre un traitement au risperidone. Le médecin demande les tests suivants avant le début du risperidone. Formule sanguine complète, TSH, bilan lipidique, ECG. Complétez le tableau ci-dessous. M. Beauregard est très inquiet. Il vous dit qu'il n'a pas de problème physique et comprend pas pourquoi qu'on lui fait passer toute cette batterie de tests. Bonjour, Monsieur Beauregard. Bonjour madame. Bonjour, je suis votre infirmière d'OA. Comment vous allez? Oh, je ne comprends pas pourquoi on me fait faire beaucoup de tests. Moi, je ne sais pas pourquoi, parce que je n'ai pas de problème physique. Je ne sais pas, il y a beaucoup de tests à faire. Je ne sais pas pourquoi ça répond. En fait, le médecin vous a prescrit plusieurs tests à faire. Ok. Il vous a prescrit la formule sanguine complète. Ok. C'est un test en fait où il y a en fait des composantes de sang comme les globules blancs, globules rouges, les plaquettes. Pour votre cas, vu qu'il va vous prescrire le risperdal, lui, il affecte les globules blancs. Il peut faire une agranulocytose, leucopénie, neutropénie. Donc, il va diminuer en fait le nombre de globules blancs. Et nous, on veut voir comment sont le nombre de vos globules blancs. Est-ce qu'ils sont dans les normes ou non, avant de débuter le traitement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Si je vais bien comprendre, c'est pour voir combien de globules blancs j'ai ou bien je comprends pas. Oui, combien? Est-ce que vos taux de globules blancs ils sont dans les normes ou non? Parce que le médicament, il peut les diminuer. Ok. Donc il faut comme ça ajuster, voir est-ce que vous avez un problème avant. Ok, avant. Le médecin vous a aussi prescrit en fait un test de ions. Dans les ions, il y a le Na+, K+, et le chlore. En fait, les ions, ils vont avoir beaucoup de fonctions dans le corps. C'est des électrolytes. Ils équilibrent en fait l'équilibre hydrique. Ils ont aussi des fonctions au niveau musculaire, des fonctions au niveau nerveux, etc. Le médecin vous a prescrit ce test-là des ions parce que votre médicament qu'il va vous donner, le risperdal, il a un effet secondaire, c'est les anticholinergiques. Les anticholinergiques, ils causent la diarrhée, nausée et vomi. Puis ça peut vous pouvez en fait perdre dans vos vomissements, dans la diarrhée, vous allez perdre des électrolytes. Donc le médecin veut voir comment est votre taux d'électrolytes avant. Est-ce qu'il est équilibré ou non, pour régler si ce n'est pas équilibré avant de vous donner le traitement. Parce que ça se peut que vous avez des symptômes qui peuvent diminuer vos électrolytes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non, je n'ai pas de questions. Je pense que j'ai bien compris. Le médecin vous a aussi prescrit un ECG. Un ECG, en fait, on peut l'appeler aussi électrocardiogramme. En fait, l'ECG, il va évaluer en fait l'activité de votre cœur. Ok. Pourquoi il a prescrit de faire cet examen-là? Il l'a prescrit avant et une semaine après. Parce que le médicament qu'il va vous donner, le risperdal, il fait des effets secondaires au niveau cardiovasculaire. Il peut augmenter votre tension artérielle, il peut faire des palpitations. Fait que tous ces symptômes-là peuvent affecter votre activité du cœur. Donc, avant le traitement, on va voir comment est votre activité du cœur. Puis une semaine après le traitement, on va voir est-ce qu'il y a eu des changements par rapport à votre activité du cœur. Vous avez aussi prescrit faire un bilan lipidique. Est-ce que vous avez votre Maintenant, il vous a aussi prescrit un bilan lipidique. Un bilan lipidique, c'est pour voir en fait les différents taux de lipides qu'il y a dans votre sang. Pourquoi il vous a prescrit ça? Parce que le médicament qu'on va vous donner, en fait, c'est un antipsychotique de deuxième génération, le risperdal. Puis, un des effets secondaires,
ça va être le syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, il augmente deux lipides, le HDL et le triglycéride. Et donc, nous, avant de vous donner le traitement, on va regarder votre taux de lipides. Est-ce qu'ils sont dans les normes? Sachant que le médicament, il peut augmenter votre HDL et triglycérides, mais au début, on voit est-ce que votre taux de HDL et triglycérides sont dans les normes ou non. Est-ce que tout va bien? Madame, pas faire tout ce. Je ne comprends pas, parce que ce médicament, il cause tant de problèmes là, mais on ne peut pas laisser tomber. Il cause beaucoup de problèmes, tant d'effets secondaires. Oui, je comprends, même si, comme ce médicament, selon vous, comme il a plein d'effets secondaires, mais comme on l'avait dit auparavant, les effets secondaires ne vont pas tous arriver en même temps. Ça se peut que vous avez quelques effets secondaires, ça se peut que vous n'avez pas d'effets secondaires, mais ça, c'est des possibilités d'effets secondaires. Puis nous, au début, il faut connaître c'est quoi vos taux normaux, c'est quoi vos normes. Est-ce qu'il y a des dérèglements avant pour qu'on puisse traiter ça avant de vous donner le médicament? Au cas où ça arrivait, au cas où je vois ces effets secondaires. Oui. Okay. On essaie de prendre toutes les mesures possibles pour avoir pour régler votre schizophrénie, mais aussi pour pas que vous avez comme des effets secondaires comme. Le médecin aussi vous a prescrit un dernier test, c'est l'urée, la créatinine et le débit de filtration glomérulaire. Tous ces trois tests-là, en fait, le but c'est pour voir en fait le fonctionnement du foie. Donc l'urée et la créatinine, c'est deux déchets qui sont éliminés en fait par le rein. Puis le débit de filtration glomérulaire, tout simplement, c'est la capacité de votre rein à filtrer tout le sang avec ces déchets et tout. Maintenant, pourquoi le médecin vous a prescrit ce test-là? Mais comme vous savez que le rein, je ne sais pas si vous savez comme la fonction du rein, mais le rein il permet d'éliminer beaucoup de choses dans le corps, dans des médicaments. Donc maintenant, on veut voir est-ce que votre rein fonctionne bien, est-ce qu'il est capable d'éliminer ce médicament-là ou non, avant de débuter le traitement. C'est tout pour les tests. Qu'est-ce que vous avez retenu des tests? Est-ce que vous êtes moins stressé ou vous comprenez plus pourquoi le médecin a prescrit tous ces tests-là? Non, je ne suis pas stressé parce que je vois que ces tests-là permettent tout simplement de voir si je suis mes différents organes sont en santé. Étape 6. Le psychiatre a débuté le risperidone 2 mg d'IA. Le médicament utilisé par M. Beauregard est le Risperdal. Le Risperdal est un antipsychotique de deuxième génération et aussi un stabilisateur de l'humeur. La dose minimale est de 1 mg par jour et la dose maximale 16 mg par jour. La prescription de M. Beauregard est de 2 mg par jour, donc il se trouve dans la dose thérapeutique. Le but du Risperdal est de traiter les symptômes de la schizophrénie, c'est-à-dire les symptômes positifs et négatifs. Les effets indésirables du Risperdal, on a d'abord les effets des symptômes extrapyramidaux. On a l'acathysie, le syndrome parkinsonien qui contient le tremblement, la rigidité musculaire, la kinésie, la démarche lente, la dyskinésie tardive, la dystonie musculaire. Pour le syndrome métabolique, on a le gain de poids, l'hyperlipidémie, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et le HTA. En ce qui concerne le syndrome malin des neuroleptiques, on a l'hyperthermie qui va de 40 degrés comme fièvre à plus, une rigidité musculaire, la diaphorèse, l'HTA modéré, la tachycardie modérée. Et tout ça, ça explique une pression artérielle qui est vraiment instable. L'arythmie également et l'opistotonose. L'opistotonose qui est une posture anormale caractérisée par une hyperextension et une rigidité extrême de la tête, du cou et du dos. On a aussi l'incontinence et l'altération de la conscience. Pour les autres effets à long et moyen terme, on aura la granulocytose qui va expliquer le risque d'infection du patient et le risque suicidaire, c'est-à-dire le médicament peut provoquer chez la personne un risque élevé de suicide. Le comportement agressif et le dysfonctionnement sexuel. Les mesures préventives et curatives. Une alimentation équilibrée selon le guide alimentaire canadien. Une consommation réduite en sel, en sucre et en gras. En sel pour les effets HTA,
en sucre pour le diabète, en gras pour l'hyperlipidémie. Une consulte chez le nutritionniste et le diététicien. Il doit pouvoir aussi faire des activités physiques régulièrement et utiliser des médicaments. Le comportement agressif et le dysfonctionnement sexuel. Les mesures préventives et curatives. Une alimentation équilibrée selon le guide alimentaire canadien. Une consommation réduite en sel, en sucre et en gras. Le sel pour l'hypertension, le sucre pour le diabète, le gras pour l'hyperlipidémie. Une consulte en nutritionniste, diététicien. Faire des activités physiques régulièrement. Les médicaments comme les anticholinergiques, les antihistaminiques et les anticonvulsivants vont aider à contrer les symptômes extrapyramidaux. Bonjour Madame Boliga, ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien, Bakary. Et toi, comment ça va? Oui, ça va bien. Je suis contente de te voir. Vraiment, moi également, je suis content de te voir ce matin. Mais tu as l'air d'être vraiment joyeuse, ça s'est bien passé la nuit? J'ai beaucoup dormi Ok, good. et je me sens un peu sonnée là. Oui. D'accord. Je suis là ce matin pour vous entretenir par rapport à votre médication. Vous avez débuté votre médication de l'Espérance. Ok, c'est ça? C'est bien ça? Ok, donc je vais vous donner des informations concernant cette médication. Est-ce que vous avez des idées par rapport à ça? L'Espérance, vous avez une entendu parler de ça? Bon, on va expliquer par rapport au soin que j'ai échangé avec le médecin. Ok. J'avais dit que c'était par rapport à. Ok, donc tous ces symptômes que vous avez venez de beaucoup ici, c'était ce qu'on appelle les symptômes positifs. Ça va? Hallucination, le fait que les conseils, le fait de couler de coups, ainsi de suite. Ça va? Il y a aussi des symptômes comme les pensées désorganisées, dans votre cas aussi, quand vous pensez que les poussières vous fait couler de coups, donc ça rentre dans tous ces symptômes-là. Il y a aussi des symptômes négatifs. Vous avez dit que vous n'avez pas d'amis, vous pensez que tout le monde est espion, donc tout ça, ce sont des symptômes, ce qu'on appelle les symptômes négatifs. Donc vous avez du recul par rapport aux relations sociales. Oui, c'est vrai, j'ai pas d'amis. Oui, c'est ça. Tout ça, Ça a rien à voir. ok, c'est ce qu'on appelle les symptômes négatifs. C'est bon? Ok. Après ça, maintenant, vous allez avoir d'autres symptômes Mais aussi. pourquoi c'est un choix que j'ai fait de ne pas avoir d'amis? Pourquoi c'est symptômes négatifs? Oui, on qualifie ça dans le domaine médical comme étant des symptômes négatifs parce que vous n'êtes plus motivé, voilà, tout ce que vous aimez, vous n'êtes plus motivé, l'énergie à plat, donc ce qui fait que vous avez des problèmes pour nouer des relations sociales avec vos camarades. Tout ça, ça fait partie des symptômes de la maladie. Donc le médicament va aussi vous donner des effets secondaires, des effets indésirables lorsque vous allez commencer à prendre le médicament. D'accord? Ok, donc ces effets secondaires sont à court terme. C'est-à-dire que lorsque vous prenez le médicament, vous allez avoir ces effets secondaires là tout de suite. Ça va? Voilà, donc ça va pas durer, vous allez commencer à sentir ces effets là. Vous allez être étourdi. Ça va? Vous allez avoir des céphalées. Les céphalées, c'est un mot de tête. Oui, je connais Voilà, les symptômes. un mot de tête. Votre sommeil va être un peu prolongé. Ça va, vous allez mieux dormir. Mais souvent aussi, vous allez avoir des problèmes de sommeil. Ok? C'est ce qu'on appelle l'insomnie. Vous allez avoir des troubles de vision. Ok? Donc vous allez voir un peu flou. C'est bon? Et la xérostomie aussi. C'est-à-dire que vous allez, par moment, vous allez manquer de salive. Donc vous sera sèche. Ok? Les nausées aussi vont apparaître. Oui, le médecin m'a dit aussi que j'allais avoir une ophtalmie aussi par rapport à mes dents qui vont sécher. Oui, oui, effectivement, tout ça sont les effets, ce sont les effets indésirables qui peuvent se produire. Le médecin m'a dit ça. Ok, vous allez avoir également des démangeaisons. Donc, vous allez vous démanger un peu, la démangeaison. Ok, donc, Madame Boliga, donc c'était les symptômes à court terme, ce que je venais de vous énumérer, ça va? Il y a aussi des symptômes pour les moyen terme, ça va? Comme l'hyperthermie, votre température peut s'augmenter, je parlais de 40 à 40 et plus, ça va? Pour avoir une rigidité musculaire, vous allez avoir l'impression d'être plus tendu, les muscles. Ça va? Et vous allez avoir un peu de diaphorèse, c'est-à-dire que vous allez suer abondamment. Et tout ça, là, ça arrive. Votre température, votre pression artérielle aussi peut débalancer, ça peut augmenter comme ça peut diminuer. Votre cœur aussi peut battre aussi à un rythme inhabituel, ça va? Et puis, votre conscience aussi peut être altérée un peu. Par moment, vous allez perdre un peu connaissance, ça va? Et puis, vous allez être aussi être incontinent souvent,
Vous n'allez pas pouvoir arrêter. Pas tous. Vous n'allez pas pouvoir arrêter votre mission, votre urine, ça va? Non, ne vous inquiétez pas, Madame Boliga. Ce sont les effets que je vous donne. Mais rassurez-vous qu'il y a des médicaments pour contrer tout ça. Ça va? Et puis il faut comprendre que. Ça ne me rassure pas. Mais non, Bakary, ça devient trop là. Tu comprends? Ça devient trop. Je comprends. Oh, je ne suis pas tout d'accord là, pas tout. Ok. C'est quel traitement ça? Et puis en plus, c'est ça. Ce qui me stresse plus, Oui. c'est l'incontinence. Je ne sais même pas si c'est l'incontinence urinaire ou bien fécale. Et même si c'est l'un d'entre deux, tu me vois là, moi, en train de porter une culotte? Je comprends. Non. Je pas capable. vais vous dire que les effets secondaires que je viens d'énumérer sont les effets secondaires qui peuvent ne pas arriver. Vous comprenez? Ça peut ne pas arriver. Ok. Ça peut ne pas arriver. Ça dépend des patients. Donc, on vous les donne, que vous ayez une idée. Au cas où vous avez ces symptômes, voilà, vous allez vous rappeler qu'effectivement, on m'a dit que lorsque je prends ces médicaments, voilà ce que je peux Je comprends. Ça peut ne pas arriver. Je comprends. Voilà, mais donc, j'espère que ça ne va pas arriver que je sois incontinente. Oui, là. mais À aussi. mon jeune âge là. Oui, aussi, comme je l'ai dit tantôt, non seulement ça peut ne pas arriver, mais nous avons aussi des médicaments. On vous donne des médicaments en association avec le Risperdal qui permet de contrer tout ce qui est effet. Ok. Donc ne vous inquiétez pas. D'accord. Ok. Donc je continue aussi pour vous dire qu'il peut y avoir d'autres effets secondaires à long terme, comme la granulocytose, ça dit que mon système immunitaire, les globules blancs, voilà, les nombres vont diminuer un peu dans votre sang, ça va abaisser votre système immunitaire, vous exposer un peu à des infections, mais comme je le disais tantôt, tout ça, ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver, pour le dire ça. Okay? Et pour avoir des risques suicidaires, ça peut vous inciter à penser à vous suicider. Tout ça, ce sont les effets secondaires, d'accord? Comme un comportement agressif. Mais si je pense à me suicider, ça veut dire que Oui. je peux me suicider. Oui. Ça veut dire que vous avez l'intention de vous suicider, vous pensez à ça. D'accord? Oui, mais on a des structures pour vous encadrer lorsque ça va arriver. D'accord? Pour avoir des dysfonctionnements sexuels, ça va? Votre libido peut baisser aussi. Ça va? Donc, ok. Donc, par rapport au dysfonctionnement sexuel, dans votre cas, ce sera principalement vos menstruations qui seront perturbées. Okay. Ça va? Il y a aussi des symptômes qu'on appelle les symptômes extrapyramidaux, c'est-à-dire acathésie, vous allez avoir. Donc, on vous donne la Benadryl, on vous donne ce médicament tout simplement pour son effet anticholinergique, pour contrer les effets extrapyramidaux que je viens de citer. Ok. Donc c'est pas seulement pour les démangeaisons. Oui, c'est pas seulement pour votre démangeaison. Ok, d'accord. Okay. Parce que moi, j'ai utilisé pour ça. Ok. Puis le médicament que vous prenez aussi là, comme je le disais tantôt là, c'est un antipsychotique deuxième génération. Donc les effets extrapyramidaux sont un peu plus loin là-bas. D'accord, voilà, ça risque de même pas apparaître. D'accord. Ça va? Ok, donc je vais vous donner plein d'effets secondaires. Donc ce sont les effets secondaires qui peuvent arriver comme qui peuvent ne pas arriver. Ok, donc comme je le disais, l'acathésie, vous allez avoir de l'acathésie, c'est-à-dire que vous n'allez pas, vous allez un peu bouger, vous n'allez pas pouvoir rester sur place, vous allez toujours en train de bouger. Voilà. Il y a aussi les tremblements, vous allez avoir des tremblements, vos muscles seront rigides, c'est-à-dire vous allez avoir l'impression que vous êtes un peu tendu. Il y a aussi l'akinésie. L'akinésie, c'est le fait que vous avez des difficultés pour amorcer un mouvement, pour initier un mouvement. Vous avez aussi la dystonie. La dystonie, c'est par rapport aux muscles. Vous allez sentir que vous n'avez pas de force dans vos muscles. Donc, tous ces effets, comme je vous l'ai dit, sont probables. Ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. Donc, au cas où ça arrivait aussi, nous avons de la médication pour contrer tous ces effets secondaires. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, on vous donne toutes ces informations. Mais c'est quel médicament qu'on nous donne? Ce médicament, ça peut être la Benadryl, en association avec la Risperdal. Oui, la Benadryl, je connais. Ça, je l'utilise pour mes démangeaisons. Oui. Parce que moi, j'ai fait beaucoup d'allergies là. Oui, effectivement. C'est un antihistaminique, je connais la Benadryl. Oui, effectivement, mais son effet histaminique ne vous intéresse pas ici. On vous donne, parce qu'un médicament a beaucoup d'effets. Voilà. Donc, on peut le prendre pour traiter votre maladie. Donc, ici, dans ton cas, ce n'est pas parce que vous avez des allergies. On vous le donne tout simplement parce que. Donc, on vous donne la Benadryl. On vous donne ce médicament tout simplement pour son effet anticholinergique, pour contrer les effets extrapyramidaux que je viens de citer. Ok. Donc c'est pas seulement pour les démangeaisons. Oui, c'est pas forcément pour votre démangeaison. Ok, d'accord. Okay. Parce que moi, j'ai utilisé pour ça. Ok. Puis le médicament que vous prenez aussi là, comme je le disais tantôt là, c'est un antipsychotique deuxième génération. Donc les effets
les effets pyramidaux sont un peu plus moins là-bas. D'accord, voilà, ça risque de même pas apparaître. Ça va? Ok, donc je vais vous donner plein d'effets secondaires. Donc ce sont les effets secondaires qui peuvent arriver comme qui peuvent ne pas arriver. Ok. Ok. Les effets secondaires aussi existent, qu'on appelle le syndrome métabolique qui découle des syndromes métaboliques, ça va. Vous allez constater que votre poids va augmenter. Vous allez aussi constater une augmentation du cholestérol sanguin, et aussi une augmentation du sucre, taux de sucre dans votre sang. Et à long terme, ça va provoquer des maladies cardiovasculaires, va aussi provoquer le diabète et l'hypertension artérielle. Ok, mais tous ces effets secondaires que je viens d'énumérer, vous avez la possibilité aussi de faire des efforts à votre niveau. À votre niveau, vous allez faire des efforts d'alimentation. Donc, ce sont des mesures préventives à votre niveau. Donc, au titre de ces mesures préventives, il doit avoir une alimentation bien équilibrée. Okay. Et puis, dans cette alimentation, donc, vous allez faire attention au sucre, vous allez faire attention au sel. Et aussi, vous allez pratiquer beaucoup d'exercices physiques qui peuvent vous aider à pratiquer l'exercice physique de façon régulière. Et puis. Mais Bakary, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu me dis que je dois. C'est vrai que tu me fais l'enseignement, je sais que je vais sortir de ce futur hôpital là. Mais actuellement, quand tu me dis je dois réduire mon sucre, mon sel, et je dois, comment on appelle ça, faire le sport, je dois suivre une bonne alimentation. Actuellement, moi, je ne peux pas. On ne peut pas m'envoyer. Donc, dans ce cas-là, comment on fait? Okay. Est-ce que vous avez des nutritionnistes? Oui, effectivement, au niveau de l'hôpital ici, à chaque fois que vous avez à manger, donc on prend le soin de voir ceux qui s'occupent de ça, qu'on appelle les nutritionnistes. On va leur dire, pour Madame Borega, elle a un problème de santé, voilà ce que vous devez faire dans son alimentation. Vous devez réduire sa consommation en sel, vous devez réduire sa consommation en sucre, vous devez réduire également sa consommation en gras. Donc ce sont les directives qu'on va donner aux gens qui vous donnent à manger. Ça va donc à l'hôpital ici, tout sera contrôlé. Maintenant, je vous donne ce enseignement parce que lorsque vous allez sortir de l'hôpital, vous passez sur cela. Vous devez faire des efforts lorsque vous serez hors institution. Faites beaucoup attention. Tout ce que j'ai énuméré ici, donc vous devez suivre ça. Ça vous permet vraiment de vous sentir mieux et d'éviter beaucoup de problèmes de santé. Ça va? Ok. Madame Borega, par rapport au syndrome malin des neuroleptiques, qui peut intervenir entre 24 et 48 heures, avec une fièvre qui sera de 40 et plus, il faut aviser, c'est une urgence médicale. N'oubliez pas cela. Ça peut arriver. Étape 7. Avec une dose de 4 mg Péros DIE, l'état de M. Beauregard s'est grandement amélioré. La médication du client était bien ajustée. Il n'avait plus d'hallucinations ni d'idées délirantes. Le psychiatre lui a donné congé. L'équipe interdisciplinaire a planifié un suivi en consultation externe pour le client. La mère de M. Beauregard accepte de le reprendre à la maison. Bonjour, Madame Sonia. Bonjour, monsieur. Je suis Bakary, je suis infirmier de Borega. Merci. Vous vous présenter? Je suis Madame Moi, je suis la mère de Borega. Et je suis là parce que Borega a eu son congé. Et nous avons aimé ensemble à la maison. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Borega. Oui, j'ai vraiment hâte de sortir d'ici. Ok, c'est bien. Justement, nous sommes dans le cadre de ce congé. Avant de vous laisser partir, on va vous donner ces renseignements par rapport à sa médication et autres. Ça va. Donc, au niveau de sa médication, ce que je vous donne comme le conseil, il faut pas qu'il arrête sa médication, ça c'est très important. Mais si je me sens bien, est-ce que je peux arrêter? Oui, même si vous vous sentez bien, je vous conseille, je vous suggère de continuer votre médication. Parce que c'est grâce à ces médicaments que vous vous sentez bien. Parce qu'une fois que vous avez arrêté la médication, les symptômes risquent de venir. Donc, je vous suggère fortement de continuer votre médication. Voilà. Il faut l'encourager dans ce sens. C'est très bon. Ne vous inquiétez pas, je vais le faire. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, puis après ça, je demande si vous prenez des substances, est-ce que vous prenez de l'alcool? Parfois, je prends. Parfois. Bon, actuellement, comme vous êtes sous médication, je vous suggère, je vous conseille d'arrêter de prendre les substances. Mais est-ce que je peux quand même prendre un peu? Pour le moment, je vous suggère. Ok, comme je le disais tantôt, je ne peux pas vous interdire de prendre de l'alcool, mais sauf que si vous prenez de l'alcool, ça va encore aggraver vos symptômes et vous allez rechuter, vous allez revenir encore à l'hôpital, c'est pas la même chose. Ok, je comprends. Ok, ça va?
Aussi, ici, il faut être prudent aussi lorsque vous êtes au volant. D'accord, il faut être Oui, je prudent. conduire un peu. Vous conduisez un peu. Donc, quand vous êtes sur l'éducation, vraiment faites beaucoup attention parce que ça peut être des établissements. Donc, faites beaucoup attention. Ok. Et parce que les antipsychotiques là peuvent créer des établissements. Ça va. Ensuite, il faut aussi ne pas cesser la médication comme je l'ai dit, parce que la médication aussi peut créer des symptômes de sévrage. Les symptômes de sévrage qu'il faut avoir. Quand vous arrêtez net, voilà ce que vous pouvez avoir comme symptômes de sévrage. Le niveau de vomissement, le détoussement, la céphalie, vous allez avoir mal à la tête, la tachycardie, ça peut que le cœur va battre plus rapidement. On va avoir aussi par moment l'insomnie, par moment de la difficulté pour dormir, et aussi des tremblements. Vous allez avoir des tremblements, on va trembler un peu. Il faut aussi utiliser une protection solaire par rapport aux rayons solaires. D'accord, ça peut protéger. Il faut respecter aussi les rendez-vous. Lorsque vous avez des rendez-vous dans la clinique externe, il faut les respecter. Il faut répondre aux rendez-vous, ça va vraiment. Donc il faut l'apprendre dans ce sens. L'importance aussi de l'alimentation. Il faut manger équilibré, c'est très important. Il faut finalement faire de l'exercice physique. Mais on a déjà dit pour le respirdal. Oui, donc il faut faire beaucoup d'activité physique. Il faut aller doucement sans progresser. Okay. Il existe aussi des ressources, diverses ressources et associations dans la communauté pour les personnes schizophrènes. D'accord. Okay, donc à cette occasion, je vous donne les pamphlets. Vous allez avoir toutes les informations en complément de ce que je viens de vous dire, avec les lignes d'aide, avec tous les contacts qui sont utiles pour vous lorsque vous allez constater un changement. Ça vous va. Okay. Il faut aussi surveiller. Il y a certains effets secondaires qu'il faut surveiller par rapport à sa situation. Par exemple, les symptômes extra-pyramidaux, acathisie, ça va. Acathisie, ça dit qu'il va du mal à se stabiliser, il va toujours tendance à bouger. Il ne va pas se stabiliser, il va toujours avoir l'envie de bouger, ça va. Et akinésie, ça dit qu'il a aussi un peu de difficulté lorsqu'il va amorcer un mouvement. Donc, il faut voir, dès que vous constatez ce changement-là, il ne faut pas viser. La dystonie aussi, pas avoir problème musculaire, il faut être tendu, voilà, tout ça. Dès que vous avez ça, ces symptômes, il faut vraiment viser. Ça va bien? Ok. Donc, je pense que tout est dit. Donc, Mais pour les ressources, oui. toutes les ressources sont ici. Tout est là, c'est en complément à ce que je lui ai dit. Toutes les ressources sont là. Vous avez les lignes d'aide, vous avez les différents numéros voilà, pour vraiment appeler dès qu'il y a changement. Voilà. Donc, vous me donnez un exemple, par exemple? Oui, vous avez l'association, c'est de ça. Appelez la ligne en santé mentale. Voilà. En tout cas, toutes les informations sont dans le papier. Merci, je vois ici. Oui. Voilà, donc ça va. Avez-vous des questions? Je pense que si vous avez. Tout est là, toutes les informations là. On va regarder ça. Ok. C'est correct pour les gars, ça va? Ça peut aller. Vraiment, madame, je suis content de vous recevoir dans mon bureau. Donc, De plaisir. prenez soin de votre office. Les gars, vraiment rentrez bien et bonne chance. Merci. Merci beaucoup. Carte conceptuelle de l'étape 7. Enseignement. Pour les facteurs de protection, pour éviter les rechutes, il ne faut pas arrêter la médication et consommer des substances vont augmenter les symptômes positifs de la schizophrénie. Pour l'activité physique, il faut pratiquer de l'activité physique régulièrement et il ne faut pas être sédentaire. Pour l'alimentation, il faut respecter le guide alimentaire canadien, avoir une alimentation réduite en sel, sucre et gras et boire beaucoup d'eau. Il faut aussi avoir un bon réseau de soutien. Les infos pertinentes à l'enseignement, être prudent à la conduite car les antipsychotiques provoquent des étourdissements. Ne pas cesser brusquement la médication puisque cela provoquera des symptômes de sevrage, nausées, vomis, étourdissements, céphalée, tachycardie, insomnie et tremblements. Utiliser une protection solaire et porter des vêtements protecteurs à l'extérieur puisque la médication rend la peau sensible aux coups de soleil. Et respecter les rendez-vous cliniques externes. Les ressources et associations pour les schizos. Il y a le programme des premiers épisodes psychotiques, PEP. Il y a la première ligne d'écoute, 1-800-361-5085. Il y a regroupement des associations PANDA du Québec. Il y a le CAP Santé mentale, Société québécoise de la schizophrénie, Fondation québécoise de la schizophrénie et les psychoses apparentées. Et il y a aussi des CLC en santé mentale. Merci. Présenter
pas venu à la clinique pour son dernier rendez-vous. L'infirmière téléphone au client aujourd'hui pour effectuer un suivi. Alors, Oui, bonjour madame. bonjour madame. Je suis Nabintou, infirmière à la clinique de psychiatrie. Ah, ok. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est madame Bomba, la mère de monsieur Boriga. Ah, bonjour madame Baba, enchantée. Merci. Ça fait un moment qu'on ne voit pas votre fils. Depuis sa dernière visite, il ne s'est pas rendu pour son dernier rendez-vous. Ok, ne quitte pas. Madame, il refuse de prendre le combiné. Je suis vraiment inquiète pour mon fils. Je pense que ça va commencer. Il est de plus en plus étrange et il ne sait pas laver de la semaine. Ok. Vous dites que vous êtes inquiète pour votre fils Oui, c'est bien cela. et vous dites que vous pensez que ça a recommencé. C'est quoi qui a recommencé? Ah oui, je pense que sa maladie a recommencé, je pense. Laquelle? Quelle maladie? C'est la maladie qu'il avait la dernière fois, je ne sais pas, le taux de schizophrénie. Ah, ok. Ok. Oui, oui. Vous pensez que sa schizophrénie a recommencé? Oui, oui, c'est ça. Il ne s'est pas lavé Et de la puis vous semaine. dites qu'il est devenu de plus en plus étrange et qu'il ne s'est pas lavé de la semaine. Oui, c'est ça. Ah, ok. Depuis quand avez-vous constaté ce changement de comportement? C'est après sa visite, l'autre. Ah, ok. Après la dernière visite, Ouais, si je vous suis. ouais, je pense. Il a fait une visite là, après Ok, je comprends. C'était l'avant-dernière visite là. Ok. Ok. C'est à sa dernière visite qu'il n'est pas venu, raison pour laquelle je vous appelle. Ah. Est-ce que M. Beauregard prenait-il ses médicaments correctement? À ma connaissance, oui, parce que c'est moi-même qui lui apportais la médication. Mais là, je ne sais pas. Franchement, je ne comprends pas comment il est devenu actuellement. Ok. Est-ce qu'il présente des idées délirantes ou des hallucinations? Écoutez, madame, je ne sais pas. Mais ce matin, vers 3 heures, il était debout au salon, face à la télévision allumée. Il était en sueur, il était très agité, il avait l'air très méfiant. Il se frottait les mains, il tapotait les pieds, il parlait seul à haute voix, en disant, non, je ne connais pas votre mission, mais vous ne me ferez pas du mal, vous ne ferez pas ça avec moi. Et puis après, il aurait répété sans cesse la même expression, en disant ce genre de trucs, que des espions informatiques le surveillent et lui disent quoi faire. Et puis, qui pense qu'on utilise des puces informatiques qui sont dissimulées un peu partout dans la maison et qu'aussi on veut implanter ces puces-là dans son oreille et pour pouvoir le contrôler. Je pense que c'est ce que vous appelez hallucination ou DDA, je ne sais pas, c'est vous qui êtes l'infirmière, vous pouvez m'en dire plus. Oui. Si vous vous rappelez la dernière fois, quand on vous a donné les informations par rapport à la schizophrénie, ce sont les effets positifs de la schizophrénie, ce que vous venez de citer là. Ah, voilà. Mais je vais valider l'information avec vous. Vous m'avez dit que depuis vers ce matin, 3 heures du matin, et il était debout au salon, Oui, c'est face à la télévision allumée. Ah oui. Il était en sueur, très agité. Ah oui. Il avait l'air très méfiant. Mhm. Il se frottait les mains. Oui. Il tapotait des pieds. Oui. Il parlait seul à haute voix Oui, c'est ça. en disant non, je ne connais pas votre mission, mais vous ne ferez pas ça avec moi. Oui, c'est ça. Il aurait répété sans cesse la même expression. Oui. Vous dites que votre fils disait qu'il y a des espions informatiques qui le suivaient et qui lui disent de faire quoi faire. Oui, c'est ça. Il pense qu'il utilise des puces informatiques qui sont dissimulées dans la télévision Oui, c'est ça. et qu'il veut lui en implanter une dans l'oreille C'est ça. afin de pouvoir le contrôler. C'est ça. C'est ça, madame. C'est ça, madame. Ah, ok. Est-ce que M. Beauregard a vécu des situations stressantes ces jours-ci? Non. Sincèrement, il ne se confie plus à moi, vous savez. Il ne se confie plus à moi. Et moi, actuellement, je ne sais pas, madame. Ah, je ne sais pas, il ne se confie pas à moi. Et je ne Ok. sais pas s'il a eu D'accord. Oh non. Est-il devenu menaçant ou agressif? Ben, Envers vous ou bien envers lui-même? je ne pense pas qu'il soit menaçant. Je l'ai juste trouvé au salon. Il était un peu en train de parler de tout ce que je vous ai dit tantôt. Mais il n'a pas, franchement, il n'a pas été menaçant envers moi. Ok. Ben, tout ce que vous avez dit tantôt là, ce sont les effets positifs de la schizophrénie, comme je vous l'avais dit. Est-ce que vous avez d'autres questions à me poser? Et comment je peux faire vous convaincre?
mon fils de se rendre à l'hôpital parce que vraiment je suis dépassée. Comment je peux le faire? Aidez-moi s'il vous plaît. Ben, vous pouvez rassurer votre fils, Ok. montrez-lui votre soutien, vous dites-lui que vous êtes là, que vous êtes avec lui. Et dites-lui demandez-lui de vous faire confiance. Ok. Oui. Demandez-lui de vous faire confiance et faites-lui comprendre qu'il est en sécurité et qu'il n'y a pas de caméra dans la maison. Ok. Oui, faites-le revenir à la réalité. D'accord. Oui. Et puis demandez-lui de vous accompagner à l'hôpital et qu'arrivé à l'hôpital on va vous aider pour la prise en charge, pour sa prise en charge. Et rappelez-lui aussi qu'il avait déjà eu ces symptômes auparavant et que quand on l'a envoyé à l'hôpital, on lui a fait un traitement et il s'est bien porté pendant un moment et qu'il sera plus en sécurité à l'hôpital. Essayez de le convaincre pour qu'il puisse venir. De le convaincre. Et s'il ne veut pas forcer, s'il ne veut vraiment pas. Oui, Madame Bomba, si vous sentez votre sécurité compromise ou la sécurité de votre fils compromise, ne le confrontez pas, n'essayez pas de vous opposer à lui. Et sécurisez l'environnement, retirez tout ce qui peut être dangereux pour lui, tout ce qui peut pouvoir vous blesser ou bien pour se blesser lui-même. Et puis vous appelez le 911 afin que les agents de la paix puissent intervenir. Merci beaucoup, madame. Merci, je vais essayer. Je vais essayer de le convaincre et s'il ne veut pas, je crois que je vais appeler les agents de la paix. Ok, mais je reste à l'écoute pour la suite. Merci bien, madame, pour votre compréhension. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente soirée. Avoir discuté avec son fils, ce matin, vers 10h, M. Beauregard arrive à l'urgence du centre hospitalier où vous travaillez, accompagné de sa mère. À l'arrivée, il nie les hallucinations. Il est très tendu et anxieux. Il présente une démarche mal assurée, un manque de coordination, une rougeur au visage, une agitation psychomotrice, fait les 100 pas, une hypertension artérielle, une hypervigilance, de la paranoïa. Bonjour, madame. Bonjour. Vous êtes infirmière? Oui. Ah, Beauregard, qu'est-ce que tu fais? Viens. Viens, l'infirmière est par ici. S'il te plaît. Bonjour, je suis l'infirmière Doua de M. Beauregard. D'accord, je l'ai envoyé ce matin comme on s'était eu au téléphone tantôt. Et voilà, c'est ça. Allez, Beauregard, viens t'asseoir. Beauregard, vous allez bien? Oui. Je suis votre infirmière. Oh. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Attention. Est-ce que le chemin a été difficile jusqu'ici? Ah, non. Ah, je peux rester tranquille, s'il te plaît, en dans un bureau, d'accord? Non, c'était correct quand même, mais il a accepté de venir. Hé, maman, il y a des espions. Je vois des espions. Ils veulent me contrôler. Il y a des espions. Monsieur Beauregard, je comprends que vous voyez des espions. Maman? Mais non, on ne voit pas les espions. Ok? Bon, il y a des questions que j'aimerais vous poser un peu sur Monsieur Beauregard. C'est correct? Elle a accepté de venir. Maman, voici des espions. Il y a des espions. Oui. Ils veulent me contrôler. Non, vous n'allez pas me contrôler. Non, Madame non. Beauregard, je comprends que vous voyez des espions, mais il n'y en a pas en ce moment. Non, non. Non. Voici des espions. Voici. Ok, Madame Beauregard, j'ai des Il n'y a questions. pas d'espion à l'hôpital, d'accord? Il n'y a pas d'espion. J'ai des questions à vous poser, Madame Beauregard. C'est correct? Allez-y. Avez-vous déjà consommé une ou des substances? C'est quoi ça? Drogue, alcool, cocaïne? Quelques fois. Quelquefois? Oui. Pouvez-vous me dire quelle substance avez-vous consommé? Quelques fois. Il y a un peu d'alcool. Souvent. Puis quelle quantité ou à quelle fréquence vous consommez d'alcool et de coffre? Juste un peu. Par moment. Juste un peu par moment. Par exemple, combien de verres par semaine? 5 de cas. Puis les coffres? Quand je suis avec les
Mais quand je me suis... Vous allez bien, Madame Beauregard? Oui, ça va. On me pose beaucoup de questions. Oui. Mais quand je veux me sentir bien, Vous prenez des je pofs? prends des pofs. Ok, je comprends. Peut-être qu'une fois dans la semaine, ou bien une fois chaque 2 semaines, ça dépend. Puis depuis combien de temps avez-vous commencé à consommer, à prendre de l'alcool et prendre des pofs? Ça 2 ans. 2 ans. Puis avez-vous essayé de cesser la consommation de l'alcool et des pofs? Et qu'est-ce que ça a fait pour vous? Oui, j'avais cessé, il y a de cela 4 ans, j'avais cessé, j'avais décidé d'arrêter. Mais quand j'arrête là, j'ai des tremblements. Je me sens pas bien. Parce que quand moi je prends là, je suis dans mon monde, ça me fait du bien. Puis quand je suis stressée, ça fait partie de mon stress. Et est-ce que la consommation de l'alcool puis des pofs, est-ce que ça vous a posé des problèmes? Au contraire, ça me fait du bien. Vous vous sentez bien en prenant de l'alcool et des pofs? Ressentez-vous parfois comme le besoin incontrôlable de boire de l'alcool et prendre des pofs? Oui, quand je suis trop stressée. Quand je suis trop stressée, Vous avez besoin de boire de l'alcool et prendre des pofs? ça me calme. Fait que vous ressentez le besoin incontrôlable de boire? Oui. Ok. Est-ce que vous avez déjà ressenti des symptômes quand vous avez arrêté la consommation? Je ne me sens pas bien dans ma peau. J'ai des tremblements. J'ai beaucoup de transpiration Vous pouvez trembler où? Par vos mains, sur mes mains, sur mes pieds. sur vos mains. Est-ce que parfois ça vous arrive de consommer des substances dans des situations difficiles? Mais oui, je vous ai dit que quand je suis en Suisse, Est-ce que la consommation des substances a un impact au niveau de votre relation avec votre femme ou votre famille? Par exemple, avec votre mère, est-ce que ça a impacté la relation que vous avez? bon, ma mère n'est pas d'accord. Elle me chicane souvent. Vous la chicanez? Bah oui, c'est parce que bon, l'alcool, je sais pas, parce que je ne la vois pas prendre l'alcool, mais après, bah, quand je sens l'odeur, je pose la question de savoir pourquoi, est-ce que c'est de l'alcool, mais la plupart du temps, mais vaut mieux, je ne peux pas. Donc, c'est ça. Moi, je t'adore. Puis la mère, est-ce que vous savez que votre enfant consomme des substances? Ah non, je ne savais pas. C'est maintenant que je le sais. Mais en fait, j'ai quand même soupçonné, mais bon, on me dit qu'elle ne me comprend pas, donc je ne peux pas dire qu'elle ne consomme pas comme je vous l'avais dit tantôt au téléphone. Mais là, je viens de me rendre compte que oui, elle consomme. Donc ça doit être un peu choquant pour vous. Ah oui, oui, oui. C'est pas que c'est choquant, mais bon, vu son état de santé et tout ça, je me dis, est-ce que ça va pas aggraver? Bon, c'est vrai qu'elle s'était stabilisée un moment, mais maintenant, ça reprend. Et puis, je viens de constater qu'elle consomme aussi. Et voilà, j'espère que, je sais pas, là, je suis un peu perdue aussi. Madame Beauregard, avez-vous déjà eu des comportements à risque ou dangereux liés à la consommation de substances? Je vois les esprits. Madame Beauregard, je comprends que vous voyez des espions, mais en ce moment, je ne les vois pas. Ils sont là. Madame Beauregard. Mais moi, je les vois, ils sont là. Je comprends, mais Madame Beauregard, je comprends que vous voyez des espions, mais en ce moment, il n'y en a pas. Est-ce que vous pouvez vous focaliser sur moi? J'ai une autre question à vous poser. Est-ce que la consommation de substances vous a provoqué des comportements à risque ou dangereux? Est-ce qu'en consommant des substances, vous avez fait des comportements à risque ou dangereux envers des personnes ou envers... non? Est-ce que vous avez eu des périodes où vous n'aviez pas pu travailler ou étudier à cause de votre consommation? Comment ça devient
moi à l'école, mais je ne sais pas si c'est par rapport à quand je consomme. Mais souvent, c'est difficile à l'école. Qu'est-ce que vous voulez dire par là que c'est difficile? À l'école, je n'ai pas de diplôme moi-même. Mais les esprits m'avaient dit que c'était plus difficile. Mais je parle en fait, est-ce que en consommant des substances, vous avez eu des comportements à risque ou des comportements dangereux? Sentez-vous isolé ou évité par les autres à cause de votre consommation? Je n'ai pas m'approcher des trucs. Je suis bien comme je suis. Je suis seule. C'est vrai. Je ne me sens pas respect. J'aime ça rester seule. Vous aimez ça rester seul? Oui, parce que les autres, là, ils sont avec les esprits. Ouais. Ça me plaît de rester seule. Je n'ai pas confiance en quelqu'un. Et est-ce que la consommation de Madame Beauregard, est-ce que ça vous affecte? Oui, c'est pas personne même voit son enfant dans de quelque situation. Hein. On dit c'est ça, donc aucun parent ne dira que ça m'affecte. Est-ce que tu consommes, tu as l'habitude de consommer seul ou tu as l'habitude de consommer avec d'autres personnes? Ça dépend. Depuis quand consommez-vous les substances? Depuis l'âge de 12 ans. Puis où vous approvisionnez les substances habituellement? C'est personnel. Ça ne m'intéresse pas de parler de ça avec vous. Ok, je comprends. Quelles ressources vont vous aider à gérer votre consommation? Il y a plusieurs ressources qui peuvent vous aider, comme des groupes de soutien, des centres de désintoxication, des conseils médicaux. Est-ce que vous avez une idée quelles ressources vont vous aider? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas besoin d'aide. On va peut-être s'en parler après. On va trouver un enseignement qui va vous convenir. Et on va s'en parler après. Je vais noter ça. D'accord. Madame Beauregard, as-tu déjà ressenti un besoin de consommer de plus grandes quantités pour obtenir un même effet? Par exemple, est-ce que vous avez comme augmenté votre consommation pour avoir un effet que vous avez avant, qui était juste un peu? En consommant juste un peu, vous avez le même effet. Est-ce que vous augmentez vos consommations pour avoir plus d'effet? Oui. Est-ce que ça vous arrive tout le temps? Je ne suis pas une grosse consommatrice. Je consomme par occasion. Oui. Ça m'arrive que je consomme plus. Quand je suis plus anxieuse, j'ai beaucoup de problèmes. Ok. Et est-ce que vous avez quelqu'un à qui parler sur votre consommation? Non, personne. Ben, merci de venir puis faire avec moi ce questionnaire. Merci beaucoup. Avez-vous des questions à me poser? Mais je fais quoi ici? Quand vous avez parlé des ressources et tout ça, et puis on a envoyé, est-ce que c'est fini comme ça, on doit partir ou bien on doit attendre? Je ne comprends pas. Pour les ressources, on va préparer en fait un enseignement. On va essayer de chercher comme un enseignement à faire. Mais en ce moment, vous allez rester un peu à l'hôpital vu qu'à cause de l'état de Madame Beauregard. Je pense que vous allez rester un peu et on va essayer de parler après pour l'enseignement. Ok, ça va. Merci, merci. Viens, on va s'asseoir dans la salle d'abord. Madame Beauregard, Oui, bonjour. juste, j'ai oublié de vous mentionner, est-ce que vous pouvez signer la feuille de consentement pour des analyses qu'on va faire? C'est quelle analyse? On va faire des analyses d'urine. Et qu'est-ce que vous pouvez signer en besoin de votre consentement? Merci. Carte conceptuelle de l'étape 9 sur les questions qu'on a posées par rapport à la consommation. Avez-vous déjà consommé une ou des substances? Si oui, quand avez-vous consommé ces substances pour la première fois? Quelles substances consommez-vous? Fréquence et quantité. Depuis combien de temps consommez-vous les substances? Votre consommation de substances vous attire-t-elle des problèmes? Si oui, décrivez-les. Avez-vous essayé de cesser votre consommation? Si oui, quel a été le résultat? Avez-vous déjà ressenti des symptômes à la suite de l'arrêt de consommation? Ressentez-vous un besoin incontrôlable de consommer une substance? Consommez-vous des substances pour faire face à des situations difficiles?
La consommation de substances a-t-elle un impact sur les relations familiales? Pour la mère. Pour la mère, êtes-vous informé de sa consommation de substances? Avez-vous déjà eu des comportements à risque ou dangereux liés à la consommation de substances? Avez-vous eu des périodes où vous n'aviez pas pu travailler ou étudier à cause de votre consommation? Sentez-vous isolé ou évité par les autres à cause de votre consommation? Est-ce que la consommation de substances vous affecte-t-elle? Est-ce que vous consommez seul ou avec d'autres personnes? Comment vous sentez-vous après avoir consommé? Quelles ressources t'aideront à gérer ta consommation? Groupe de soutien, centre de désintoxication, conseils médicaux. Avez-vous déjà ressenti un besoin de consommer de plus qu'en quantité ou obtenir le même effet? Avez-vous quelqu'un à qui parler de votre consommation? Étape 2. Le Beauregard accepte de fournir un échantillon d'urine pour le dépistage de drogue de rue. Les résultats ont révélé la présence des substances suivantes: alcool, cocaïne, cannabis. Bonjour Madame Beauregard. Bonjour. On a reçu votre analyse d'urine, puis on a trouvé que vous consommez de l'alcool, de la cocaïne et du cannabis. Non. Oui. Oui, les tests nous ont montré que vous consommez ça. Donc l'alcool, vous savez c'est quoi? Non, je sais. C'est quoi l'alcool? L'alcool, c'est le vin. L'alcool, en fait, un exemple d'alcool, ça peut être du vin, mais l'alcool, c'est un dépresseur du système nerveux central. Les symptômes que vous avez eus à l'admission, il y avait des symptômes par rapport à l'alcool que vous avez eu, comme vous avez le fait la démarche qui était mal assurée, un manque de coordination, c'est des symptômes de consommation d'alcool. Il y a d'autres symptômes qu'il peut avoir, comme la relaxation, manque de concentration, l'effet des inhibitions, la somnolence, un discours qui est bredouillard. Maintenant, en cas de surdose d'alcool, une personne peut avoir des nausées, des vomis, une respiration qui est allaitante, confusion, la peau froide, moite, un pouls qui est faible, le coma et la mort. On a trouvé aussi que vous avez du cannabis. Vous consommez du cannabis. Donc le cannabis, c'est quoi? C'est un perturbateur du système nerveux central, mais aussi un dépresseur du système nerveux central comme l'alcool. À votre arrivée à l'urgence, vous avez des symptômes par rapport à la consommation du cannabis. En fait, c'est un symptôme de surdose, la paranoïa. Mais pour votre cas, vu que vous avez la schizophrénie de la paranoïa, donc paranoïde, donc on peut comprendre que c'est à cause de ça, mais il faut savoir aussi que consommer en surdose le cannabis, vous pouvez avoir de la paranoïa. Les autres symptômes en consommant du cannabis que vous pouvez avoir, ça peut être relaxation, loquacité, donc parler beaucoup, relâchement des inhibitions, euphorie, être content, l'habilité de l'humeur, donc votre humeur elle change tout le temps. En cas de surdose, vous pouvez avoir de la fatigue, comme j'ai parlé de la paranoïa, des idées délirantes, hallucinations et psychose éventuelle. On a trouvé aussi que vous consommez de la cocaïne. La cocaïne, c'est un stimulant du système nerveux central. Les symptômes que vous avez eus à votre arrivée, par rapport à la cocaïne, c'était une hyperactivité. Vous étiez aussi agité parce que vous étiez anxieux, tendu. Les autres symptômes qu'une personne peut avoir en consommant de la cocaïne, c'est être content, être beaucoup content comme euphorie, loquacité, parler beaucoup, une accélération du pouls, mydrias, donc la pupille qui est dilatée, rhinite, donc une inflammation de muqueuse du nez. Maintenant, en cas de surdosage, vous pouvez avoir des hallucinations, des convulsions, un arrêt cardiaque, odème pulmonaire, insuffisance respiratoire, coma et mort. Maintenant, il faut savoir qu'en consommant ces substances et en prenant votre médicament, le risperidone, vous pouvez avoir des effets un peu comme extrêmes. Si vous prenez de l'alcool, qui est un dépresseur du système nerveux central, puis vous prenez votre médicament antipsychotique, qu'est-ce qui arrive? C'est que vous allez avoir en fait un ralentissement de cognition. Un ralentissement de cognition, donc tous les processus de cognition comme la mémoire qui vont être ralentis, etc. Vous allez aussi avoir un risque d'avoir des convulsions. Donc c'est quand même grave. Prendre l'alcool et votre médicament, c'est ça que vous pouvez arriver. Maintenant, il faut savoir aussi qu'en prenant le cannabis avec votre médicament, non seulement vous allez avoir les mêmes symptômes que l'alcool parce que c'est aussi un dépresseur, mais prendre un perturbateur comme le cannabis et prendre votre médicament, ça va annuler l'effet des perturbateurs. Donc quand en prenant le cannabis, les symptômes que vous voulez avoir, comme vous sentir bien, etc., ça va être annulé en prenant votre médicament. Maintenant, le fait que vous prenez de la cocaïne avec votre médicament, ça va vraiment augmenter vraiment beaucoup le risque que vous avez de convulsions. Et ça va faire que ça va augmenter le risque que vous avez de convulsions. Mais aussi, ça peut augmenter en fait les effets des syndromes extrapyramidaux.
Donc les syndromes extrapyramidaux, comme j'avais fait l'enseignement avant, comme des symptômes parkinsoniens, comme des tremblements qu'on peut avoir, la dystonie, donc des mouvements bizarres au niveau du visage, des yeux, du cou, des membres, etc. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non. Vous avez tout compris? Oui, j'ai compris. Ok. Merci beaucoup. Mm.